Général Banteja, je vous découvre aujourd'hui pour parler de votre dernier livre publié par les éditions Perrin qui a pour titre Les chefs d'État en guerre. Avant de parler du livre, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques phrases qui vous êtes? Voilà, je suis un ancien militaire. J'ai été chef de l'état-major particulier de Jacques Chirac pendant 3 ans et demi, presque 4 ans. Puis j'ai été ensuite chef d'état-major des armées. Et auparavant, pendant 2 ans, j'avais été adjoint du chef de l'état-major particulier de François Mitterrand. Voilà, ce qui fait que j'ai eu l'occasion de fréquenter pendant quelques années ce qu'on appelle les cercles du pouvoir. Donc c'est un sujet que vous connaissez bien. Donc, pourquoi écrire ce livre et pourquoi en fait, en avoir fait un livre d'histoire, puisque vous commencez avec Napoléon III, vous finissez avec Jacques Chirac. Donc on a 150 années d'histoire des rapports entre les chefs d'État et la guerre. Pourquoi avoir entamé ce travail? J'ai surtout cherché à répondre à une forme de curiosité acquise quand j'étais dans ce petit cercle qui conseillait autrefois le président de la République quand il était confronté à l'emploi de la force armée, l'emploi de nos armées dans des conflits, dans des aventures opérationnelles. Et en fait, j'ai eu la curiosité de chercher dans l'histoire, donc un peu en amont, quelle avait été la réaction des chefs d'État, les plus connus en tout cas, ou un peu moins quelquefois, confrontés effectivement à la guerre. On a toujours l'impression que la guerre c'est fini. Enfin, ça fait déjà longtemps en France qu'on a ce sentiment-là, parce que, en dehors du terrorisme, bien sûr, la guerre est déjà loin, la Deuxième Guerre mondiale, près de 75 ans. Mais vous savez, en 1918, on disait déjà la der des der en parlant de la Grande Guerre, on croyait que c'était fini. Voilà, aujourd'hui, avec le renouveau des nationalismes, avec l'espèce de sorte de chaos qui règne dans les relations internationales, je pense qu'on a quelques raisons de craindre encore le retour de la guerre. Et donc ça me paraissait, après avoir pendant plus de 10 ans participé à ces décisions, il me paraissait intéressant de retrouver dans l'histoire comment quelques-uns des grands chefs d'État, ou moins grands ou moins connus, avaient réagi, s'étaient comportés par rapport à ce fléau que représente la guerre. C'est aussi un livre j'allais dire, presque d'éducation populaire, dans le sens où il faut que les citoyens s'intéressent de près à ce problème, puisqu'ils peuvent être confrontés à ça par l'élection d'un chef de guerre, en tout cas, puisque la France, le président est chef des armées. Je crois qu'effectivement, au moment de l'élection présidentielle, qui est le grand moment de la vie politique française, bien sûr, on ne se rend pas très bien compte du fait qu'on élit pas seulement le principal responsable dans le domaine économique et social, finalement, qui est devenu le cœur de notre vie quotidienne, mais on choisit aussi celui qui devra faire face à des circonstances dramatiques si la sécurité des Français est en jeu. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît à moi très important. Je me souviens, quand j'ai quitté l'Élysée, et donc le président Chirac, en 2002, pour prendre les fonctions de chef d'état-major des armées, j'ai répondu à son message d'adieu, qui était chaleureux, en lui disant que moi, ce que je retenais des presque 7 ans que j'avais passés à l'Élysée, c'est que finalement, le cœur de la fonction présidentielle, c'est bien la responsabilité de chef des armées qu'a le président de la République. Parce que c'est là, je veux dire, qu'il engage la survie de notre pays, la vie de nos concitoyens, la vie et la mort de nos soldats, des responsabilités considérables vis-à-vis de la France et vis-à-vis des autres. Et c'est souvent, malheureusement, trop ignoré. Donc pour balayer un peu les portraits, donc de Napoléon III à Jacques Chirac, on a des Américains, des Français, un Anglais, un Israélien, on a Staline, Hitler, donc pas mal d'exemples. Est-ce que vous avez pu voir quelles étaient les qualités qu'il fallait pour être un grand chef de guerre? Ouais. Alors évidemment, les circonstances changent un peu, donc il est difficile de dire qu'il y a des qualités définitives. Je crois que c'est le plus facile à reconnaître, finalement, quand on étudie les réactions de ces chefs d'État par rapport à la guerre, sont les défauts.
Ça, c'est clair. Les défauts, c'est clair. Je crois que le premier défaut auquel doit échapper le chef d'État confronté à la guerre, c'est l'impatience. L'impatience, parce que l'impatience provoque des catastrophes. Lincoln a été impatient à certains moments à lancer ses armées dans des offensives qui ont été des échecs sanglants. Staline, dans la première partie de la guerre contre l'Allemagne sur le territoire russe, Staline a fait des bourdes colossales qui ont abouti à des centaines de milliers de morts pour rien. Donc, si vous voulez, l'impatience est vraiment un défaut essentiel chez un chef d'État dans ces circonstances paroxystiques. Et puis la deuxième grosse faiblesse, c'est sans doute l'émotion excessive. La guerre, c'est affreux, je veux dire, c'est horrible, je l'ai vu personnellement. Quand on est confronté à la mort et à la blessure, surtout quand ce sont les siens, je veux dire ses propres soldats, c'est extrêmement fort. Et certains chefs d'État, ils sont tellement sensibles qu'ils en perdent toute rationalité. Vous voyez, un de ceux qui étaient les plus résistants certainement à l'émotion, parmi tous ces chefs d'État que j'ai essayé d'évoquer, c'était Lincoln. Pour Lincoln, la conduite de la guerre, ça devait être exclusivement ce qu'il appelait la raison froide, calculatrice et mesurée. Mais beaucoup d'autres n'y résistaient pas. Je veux dire, Napoléon III, c'est effrayant. Napoléon III s'est emporté par l'émotion. Je crois que les grands chefs d'État en guerre sont des gens qui ont un sang-froid, un immense sang-froid et une certaine dose de cynisme. Il en faut pour affronter des circonstances terribles et pour conduire à la fois la guerre, l'effort de guerre, l'union nationale qui est absolument indispensable toujours autour d'une guerre, sinon on la perd de manière sûre, comme Johnson l'a vu au Vietnam. Et en même temps, pour conduire une diplomatie dans des circonstances extrêmes. Donc finalement, les grands chefs d'État en temps de guerre sont souvent des gens assez durs et cyniques. Oui, il faut être à la fois un chef de guerre et un homme politique très aguerri. Bien sûr, bien sûr. Alors, tous n'y parviennent pas. Je veux dire, Napoléon III est un exemple type pour moi extrêmement passionnant d'ailleurs, d'un homme qui a une vraie vision européenne. C'est sans doute le premier Européen en France et peut-être en Europe d'ailleurs. Une vraie vision, des idées justes, même sur la conduite de la guerre, mais qui est incapable de les appliquer, tellement il est pris par l'émotion, tellement il est soumis aux influences des uns ou des autres. Enfin, voilà, Napoléon III, c'est un paradoxe total, un homme très intelligent, un homme qui a une vraie vision des choses, un homme qui est assez habile en termes de propagande, et qui malgré tout n'arrive pas à conduire les choses comme il devrait. Il y a une autre chose, on s'en doute, mais quand on lit votre livre, on en est plus que convaincu, c'est l'importance de l'entourage. Mais il y a même l'entourage familial qui est très important. Ouais. Évidemment, l'entourage de tous les conseillers militaires, les conseillers politiques. Et on voit dans votre livre, on parlait de Napoléon III, c'est un des exemples, mais Johnson est mal conseillé. Voilà. Pouvez-vous nous parler un peu de l'importance de cet entourage? C'est vrai que l'entourage est souvent très important. Alors, il y a des personnages solitaires parmi ces grands chefs d'État. Je pense à Ben Gourion, par exemple. Ben Gourion est très très peu sensible à son entourage. Son épouse, qu'il aime beaucoup, est à l'écart, souvent ne l'accompagne pas, vit même à l'étranger. Ses amis les plus proches sont des gens qui lui sont totalement dévoués, mais pas de véritables conseillers. Donc Ben Gourion est un homme seul. Staline n'écoute jamais vraiment personne, en réalité. Il n'a que des affidés, si je puis dire, des gens qui lui sont totalement dévoués, mais pas d'amis, pas de conseillers véritables. Par contre, d'autres ont des conseillers qui comptent beaucoup. C'est le cas de Napoléon III, on en parlait, avec l'influence in fine désastreuse qu'a eue sur lui son épouse Eugénie. Qui était pourtant, Dieu sait, une femme intelligente, mais qui est une femme qui avait des passions, qui était un peu bornée. Ça fait aucun doute. Elle l'a conduit notamment à s'engager dans la guerre du Mexique, qui a été une catastrophe. D'autres influences,
Dans votre livre, il y a le cas de Johnson. Alors, il y a le cas de Johnson, vous avez tout à fait raison. Johnson, c'est vraiment typique. Voilà un homme qui était, lui aussi, très intelligent, avec une vraie vision pour la société américaine, qui avait une grande expérience des armées, et qui, sous l'influence d'un ministre de la Défense très brillant, McNamara, va prendre les pires décisions qui soient pendant les quelques années où il est au pouvoir. La question du choix des chefs militaires est une question qui m'a un peu hanté là-dedans. Parce que moi, je me suis trouvé désigné. Pourquoi? Parce que le hasard des choses a fait que je me suis retrouvé chez Chirac, après avoir été chez Mitterrand. Et puis, j'ai pas été confronté à des guerres. J'ai été confronté à quand même des vacheries en Afghanistan et en Côte d'Ivoire surtout. Mais c'était pas pareil. C'était pas évidemment les grandes guerres que les autres ont connues. Et ce que je sais, ce qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est que certains chefs d'État ont tendance à choisir systématiquement des chefs militaires qui sont loyaux, obéissants et complètement inefficaces, incapables de leur dire non, de les empêcher de faire des erreurs. Hitler a fini comme ça, après avoir eu des chefs remarquables, il a terminé avec des médiocres. Staline, pendant très longtemps, je veux dire, n'a choisi que des médiocres, puis il a fini petit à petit par faire sortir les meilleurs, c'est-à-dire Konev, Yukov bien sûr, mais aussi Konev, Rokossovski, etc. Mais il a fallu beaucoup de temps. Lincoln a pataugé avec des médiocres comme McClellan et d'autres. Il a trouvé Grant seulement au bout de 3 ans. Je veux dire, c'était navrant. Il n'a eu que des médiocres tout au long. Ouais, et ça, c'est. Et Johnson, alors systématiquement, sur les conseils de McNamara, n'a nommé que les plus nuls. Bon, ça c'est clair. Et tout ça, finalement, interroge sur ces rapports entre les politiques et les militaires qui, moi, m'ont fasciné, bien sûr, parce que j'y ai été confronté en permanence, et qui sont des rapports qui ne sont pas des rapports naturels, parce que les politiques et les militaires sont culturellement très différents. Les politiques voient les choses de manière courte en général, parce que leur temporalité, c'est la prochaine élection. Alors que les militaires, eux, voient la gestion d'une crise sur le long temps, je veux dire, la construction d'une armée qui prend au moins 10 à 15 ans au moins. Et puis parce que, évidemment, les politiques en général sont de très habiles utilisateurs du verbe, sont souvent en France en tout cas très cultivés, alors que les militaires sont plus rustres, plus rustiques, habitués à être plus tranchés. Donc il y a beaucoup de raisons pour que les politiques et les militaires en fait aient de la peine à se comprendre. Voilà. Et moi j'ai eu beaucoup de chance parce que après avoir servi auprès de François Mitterrand, qui était un homme qui n'aimait pas beaucoup la chose militaire, il faut être honnête, c'est clair, mais qui n'avait pas de mépris pour les individus, contrairement à d'autres. Bon, il n'avait pas de mépris pour le militaire en tant que tel. Après, j'ai eu la chance d'avoir Jacques Chirac, qui était un des très rares chefs d'État, je pense, qui a à la fois une compréhension intime de la chose militaire et en même temps le recul, la stature de chef de l'État, qui lui permettait d'aimer la chose militaire et de la comprendre, et en même temps de se méfier des généraux. Il y a une question qui affleure, c'est faut-il avoir été un grand militaire? Peut-être pas, mais en tout cas un militaire aguerri pour être un grand chef d'État en guerre. Alors, c'est une question à laquelle il est presque impossible de répondre, parce que les cas existent effectivement d'anciens chefs militaires devenus de bons chefs d'État, et aussi de grands chefs d'État qui n'ont jamais de près ou de loin touché à la chose militaire. Si vous prenez le cas de Lincoln, par exemple, il a été exposé, comme il le disait lui-même, aux moustiques et aux queues de poireaux, pendant 15 jours dans une courte campagne contre les Indiens quand il était jeune. Enfin, je veux dire, rien. Il n'a aucune expérience militaire, absolument rien. Ça va d'ailleurs le conduire au début à faire quelques erreurs, mais il se rattrapera après. Vous prenez Clémenceau, par exemple, Clémenceau n'a aucune véritable expérience militaire. Certes, il s'est battu en escrime très souvent parce qu'à l'époque, on aimait se battre en duel, mais enfin, je veux dire, c'est pas aucune expérience militaire. Vous prenez par contre des gens comme Mitterrand et Chirac, ce sont des gens qui ont connu la guerre. Et je crois que, en tout cas à notre époque, il ne fait aucun doute
que le fait de savoir ce qu'est la guerre, même si on n'a pas été véritablement militaire, mais simplement avoir ressenti dans sa chair et dans son esprit ce qu'est véritablement la guerre, et apporte sans aucun doute la prudence nécessaire pour aborder des décisions aussi graves. Parmi ces 10 chefs d'État, vous avez assisté de près ou de très près 2 chefs d'État français, mais parmi les autres, est-ce qu'il y en a un que vous auriez aimé fréquenter, ou en tout cas être aussi proche que vous l'avez été du président Chirac? Alors c'est évidemment difficile à dire parce que tant qu'on n'a pas essayé, si je puis dire, on ne sait pas. Oui, c'est une question chronique. Oui, avec qui on aurait aimé réellement servir. Je serais tenté de dire simplement pour le plaisir extérieur que les deux avec lesquels tout naturellement on souhaiterait aller sont ceux qui font rire, c'est-à-dire c'est Churchill et Clemenceau, c'est-à-dire ceux qui sont drôles. Bon. Et puis en fait, c'est pas si simple que ça parce qu'il y a d'autres qualités que l'humour, en particulier dans les relations humaines et la manière de travailler. Voilà. Déjà entre François Mitterrand et Jacques Chirac, si vous voulez, les différences étaient colossales. Autour de François Mitterrand régnait une cour très respectueuse, presque obséquieuse, qui était attentive à tous les gestes du vieux monarque. Et puis autour de Chirac, par contre, c'était l'affect. C'est-à-dire que tout le monde l'aimait, tout le monde souhaitait être aimé par lui, vous voyez. Mais on aboutissait presque au même résultat, parce qu'in fine, c'était toujours une forme de cour, finalement, une cour affective ou une cour monarchique traditionnelle. Et ces phénomènes-là, il est difficile de les décerner autour des chefs d'État dont je parlais, certainement pas autour de gens comme Ben Gourion, qui était un homme d'une intransigeance et d'une austérité indiscutable, mais certainement pas autour de Lincoln, bien que sa femme ait été tentée de faire un peu les folies. Autour de Johnson, ça a été crépusculaire d'un bout à l'autre à cause de la guerre du Vietnam, donc on n'aurait certainement pas souhaité être auprès de lui à ce moment-là. Donc finalement, c'est probablement autour de Napoléon III qu'il aurait été le plus intéressant de servir. Parce que autour de Napoléon III, il y avait cette espèce de mélange étonnant de modernité et de retour à l'Empire, un air d'ancien régime et en même temps des idées folles très romantiques. Je pense que c'était probablement une période très excitante et ça devait être très intéressant. Est-ce que c'est le même cas de figure actuellement dans l'armée française? Parce que les généraux qui servent sous Napoléon III ont une carrière de 40 ans. Parce qu'il y en a certains qui sont à la conquête de l'Algérie, 1830. Donc ils sont des vieux hommes. Ouais. Est-ce que c'est encore le cas dans l'armée française? Ouais. En même temps, il faut de l'expérience. Hein. Après, c'est pas une question d'âge. Mais... Oui, bien sûr. Les chefs militaires, alors, si vous voulez, on s'est demandé, et on se pose toujours la question, de savoir s'il fallait que les chefs militaires soient le plus jeunes possible pour avoir un dynamisme total, ou au contraire, des anciens vieillis sous le harnais, pour avoir l'expérience et la sagesse. Et il n'y a pas de réponse simple à ça. Vous prenez les généraux d'Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale, la plupart étaient des vieux briscards. Et c'était des généraux remarquablement expérimentés, extraordinairement efficaces. C'était certainement les meilleurs. C'est ce qu'on disait à l'époque, partout, c'est que l'armée nazie était la meilleure armée du monde. Et malheureusement, c'était vrai. Bon. Et à l'inverse, vous aviez effectivement des généraux très jeunes. Par exemple, si vous prenez les généraux israéliens, ceux de Ben Gourion, c'était des gamins qui avaient 30-35 ans, je veux dire, qui étaient extraordinaires, qui étaient prodigieux d'imagination, d'audace, etc. Donc il n'y a pas de vraie réponse. Ouais, dans l'armée française, en tout cas, la tendance est plutôt à la sagesse et à l'expérience, c'est-à-dire qu'on arrive dans ces postes-là après 50 ans. Dans l'armée américaine, c'est souvent plus jeune, mais le meilleur général américain, en dehors d'Eisenhower, a probablement été Patton, et Patton était le plus vieux. Avant de terminer, j'ai une dernière question concernant votre livre. Pourquoi il n'y a pas le général de Gaulle, qui est à la fois le grand président et le grand chef de guerre de la France?
Alors, il y avait plusieurs raisons à ça, pour ne pas avoir le général de Gaulle. La première, c'est que c'est une telle icône en France que c'est difficile d'y toucher. Je veux dire, tout à peu près a été écrit sur lui, puis on l'a encadré une fois pour toutes dans une place, vous savez, dans le paradis, au firmament des étoiles françaises. Donc c'est difficile d'y toucher. Et moi, ça me gênait un peu de ne pas pouvoir toucher à cette grande figure. Si j'avais dit du mal de Gaulle en disant qu'il avait été finalement un chef d'État médiocre, confronté à la guerre d'Algérie, ça aurait été très mal compris, très mal reçu. D'autre part, la deuxième raison, c'est que de Gaulle, finalement, en tant que chef d'État, vraiment chef d'État, n'a été confronté qu'à la fin de la guerre d'Algérie. Et quelques escarmouches déjà dans l'Empire, à l'initiative, l'instigation, j'allais dire, de Jacques Foccart. Le de Gaulle de la France libre, de Londres, n'est pas réellement chef d'État. Il est dans une espèce d'espace indéfinissable. Et à la Libération, 45-46, pendant un an, il ne se passe pas grand-chose en réalité sur le plan militaire. Donc vous voyez, c'était un peu ambigu, c'était difficile de le faire entrer dans ce cadre. Voilà. Mais il ne faut pas en déduire que j'adhère pas, si vous voulez. Moi, je suis gaulliste depuis 1968, donc c'est déjà une vieille affaire. Donc il n'y avait aucune rancune personnelle, aucune hésitation en quoi que ce soit. Je suis convaincu, comme la majorité des Français, que de Gaulle a été une grande chance pour la France. Mais là, dans cette aventure-là, il était trop différent des autres. Ben, je vous remercie. Non, je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.